Bonjour tout le monde. Je vous présente un cas que j'ai eu pendant la garde. Il s'agit d'une femme de 30 ans, enceinte, avec une grossesse estimée à 22 semaines d'aménorrhée, ayant comme antécédent 2 mois fœtales in utero, avec un accouchement par césarienne pour la dernière grossesse, réalisé en urgence devant un tableau de détresse fœtale causé par une prééclampsie sévère à terme. Donc, la patiente nous a été adressée par nos collègues gynécologues pour une suspicion d'hématome sous-capsulaire du foie, devant un tableau de prééclampsie avec des chiffres tensionnels très élevés et résistants au traitement médical. Donc, l'échographie hépatique était tout à fait normale, il n'y avait pas de collection sous-capsulaire du foie. Par contre, la grossesse était arrêtée et le balayage échographique avait mis en évidence une masse surrénalienne droite bien circonscrite, de contours réguliers, échogènes, hétérogènes, renfermant des zones de nécrose liquidienne. Donc, cette masse arrivait au contact intime du pôle supérieur du rein avec conservation du liseré de séparation. Donc, vu que la grossesse était arrêtée, nous avons complété par un scanner avec injection dans les 3 temps, temps artériel, portal et tardif, pour confirmer l'origine surrénalienne de la masse et apprécier son comportement vasculaire. Donc, effectivement, c'était une masse surrénalienne droite, hypodense, de densité tissulaire, estimée à 28 unités Hounsfield, hétérogène, renfermant des zones liquidiennes de nécrose, sans calcification, rehaussée de façon précoce et hétérogène après injection, sans lavage au temps tardif. Donc, cette masse arrivait au contact intime du foie en avant et du pilier diaphragmatique en arrière, sans signe d'envahissement. Donc, avant d'entamer les différents diagnostics à évoquer et la démarche diagnostique devant une masse surrénalienne, donc je rappelle que les surrénales sont situées au niveau du pôle supérieur des reins dans la loge surrénalienne, mesurant 2 à 4 cm dans un plan antéro-postérieur avec une épaisseur du bras variant entre 10 et 12 mm. Donc, elle comporte 2 zones, interne, la médulo-surrénale sécrétant les catécholamines, et externe, la cortico-surrénale sécrétant les minéralocorticoïdes, les glucocorticoïdes, les androgènes et les oestrogènes. Donc, la connaissance de ces hormones stéroïdes et leur anomalie de sécrétion a un intérêt dans la connaissance des pathologies surrénaliennes. Donc, dans l'adénome de cône et l'hyperplasie bilatérale, on a un hyperaldostéronisme et une hypercortisolémie. Dans le corticosurrénalome, on a une hypercortisolémie. Et dans le phéochromocytome, on a une hypersécrétion des catécholamines. À l'échographie, les surrénales ne sont pas visibles, sauf chez le nourrisson. Et à la TDM, ils ont une densité tissulaire homogène au sémois, avec un rehaussement modéré, homogène et un lavage rapide. À l'IRM, elles sont en inosinial T1 et T2 avec un rehaussement modéré. Donc, devant toute masse surrénalienne, il faut mesurer la densité spontanée à l'aide du ROI, positionnée au niveau des 2 tiers internes de la lésion, tout en évitant les zones inhomogènes contenant de la nécrose, du sang ou de calcification. Donc, une densité spontanée, lorsque la densité spontanée est inférieure à 10 unités Hounsfield, c'est pas la peine d'injecter. Donc, il s'agit soit d'un adénome ou d'un myolipome si la taille est inférieure à 3 cm, ou d'une métastase si la taille est supérieure à 3 cm avec un contexte néoplasique. Par contre, une densité supérieure à 10 unités nécessite une injection multiphasique classique avec un calcul du washout. Donc, je rappelle que le washout relatif est égal au rapport de la densité au temps portal moins la densité au temps artériel sur la densité au temps portal, le tout multiplié par 100. Donc un washout relatif inférieur à 40% évoque un adénome et un washout supérieur à 40% évoque une lésion non adénomateuse qui peut être un phéochromocytome, un corticosurrénalome, des métastases, un lymphome ou des adénomes pauvres en lipides. Donc, dans notre cas, la densité spontanée était de 28 unités Hounsfield, donc ce qui élimine d'emblée l'adénome et le myolipome qui ont une densité inférieure à 10. Donc, pour l'hématome surrénalien, il peut être post-traumatique ou spontané, causé par un sepsis, une coagulopathie, une thrombose de la veine rénale ou une tumeur sous-jacente, comme il peut être idiopathique ou se produire sur une anomalie surrénalienne sous-jacente. Il est du siège médulo-surrénal. Au scanner, il se présente sous forme d'une masse spontanément hyperdense avec une densité spontanée élevée entre 50 et 60 unités au stade aigu et subaigu, ce qui élimine ce diagnostic. Le kyste surrénalien est rare. On lui distingue différents types. Les kystes endothéliaux, principalement le lymphangiome kystique et les hémangiomes kystiques, les kystes épithéliaux, les pseudokystes et les kystes parasitaires, principalement l'hydatidiose. Au scanner, leur densité liquidienne et l'absence de rehaussement éliminent d'emblée ce diagnostic.
Les pathologies granulomateuses comprennent la tuberculose, l'histoplasmose, la blastomycose, voire la sarcoïdose. Donc l'atteinte est souvent bilatérale sous forme d'une masse hétérogène avec une nécrose centrale et une couronne périphérique prenant le contraste. Donc lors de la cicatrisation, on peut observer une atrophie calcifiée. Donc, en comparaison avec notre cas, l'aspect en imagerie n'est pas compatible, d'autant plus que les pathologies granulomateuses sont souvent bilatérales et on n'a pas un contexte clinique évocateur. Donc, ce diagnostic est à éliminer. Le lymphome surrénalien primitif est rare. Donc, sur le plan de l'imagerie, il se présente sous forme d'une masse homogène de densité tissulaire rehaussée progressivement avec des adénopathies rétropéritonéales. Donc, l'atteinte peut être bilatérale dans 50% des cas. Et en comparaison avec notre cas, ce diagnostic ne peut pas être retenu devant l'absence d'atteinte surrénalienne bilatérale et l'absence d'atteinte ganglionnaire. On peut également évoquer les métastases, dont l'aspect varie en fonction de la taille. Donc, lorsqu'elles sont volumineuses et se présentent sous forme d'une masse hétérogène, volumineuse, hétérogène, avec une nécrose centrale. Donc, l'atteinte est souvent bilatérale et les classifications sont possibles. Donc, toujours en comparaison avec notre cas, l'absence de contexte néoplasique élimine ce diagnostic. Le cortico-surrénalome est une tumeur fonctionnelle maligne, sécrétante, qui apparaît entre 30 et 50 ans, associée au syndrome de Cushing dans 50% des cas. Au scanner, c'est une volumineuse masse surrénalienne, hétérogène, avec une nécrose centrale et des calcifications sans lavage au temps tardif. Donc, devant cet aspect radiologique, on peut retenir ce diagnostic. Donc, revenons à notre cas. La biochimie, notre patiente avait bénéficié d'un bilan biochimique révélant une augmentation des métabolites urinaires. Donc, les métabolites urinaires ne sont pas modifiés par la grossesse, contrairement aux catécholamines. Donc, le taux de méthanéphrine était à 200 mg, sachant que les valeurs de référence varient entre 50 et 150, et le taux de la norméthanéphrine était à 809 mg, avec des valeurs normales comprises entre 110 et 300 g. Donc, le diagnostic retenu est le phéochromocyte. Donc, c'est une tumeur à cellules chromafines produisant des catécholamines en excès et située dans 90% dans la médullo surrénale. Donc, c'est une maladie rare qui peut être révélée par la grossesse. Donc, la rareté de cette association et la similitude avec l'hypertension gravidique expliquent la fréquence des diagnostics méconnus pendant la grossesse. Donc, l'association hypertension artérielle et la triade de Ménard, faite de céphalées, sueur, palpitations, est présente dans près de 90% des phéochromocytomes. D'autres signes sont moins évocateurs, à savoir une douleur constrictive abdominothoracique ascendante, une anxiété, des tremblements, pâleur et des troubles digestifs. Donc, le diagnostic doit être également évoqué devant une hypertension artérielle résistante au traitement, même en l'absence des troubles vasomoteurs. Sur le plan radiologique, elle se présente, comme on l'avait vu dans notre cas, sous forme d'une masse arrondie, volumineuse et nécrosée, et le diagnostic est confirmé par une élévation des taux sanguins et urinaires, des catécholamines et de leurs métabolites. Donc, pour conclure, devant un pic hypertensif résistant au traitement chez une femme enceinte, il ne faut pas rester limité à la prééclampsie, surtout même si elle représente le diagnostic le plus fréquent, surtout si la protéinurie et l'uricémie sont normales. Merci.